Amis téléspectateurs, réseaux sociaux, on est très fiers. Bonjour à tous, vous êtes tous les bienvenus dans l'Instant M. Merci d'être avec nous ce soir. c'est ça quand on est en direct. Ce soir ou jamais, tout était dans le titre de cette émission initiée en quotidienne voici 10 ans. Hic et nunc, c'était le débat du jour, ni celui d'avant, ni celui d'après. Frédéric Tadei passe en mensuel et par là même au temps long, hier, aujourd'hui, demain. Il s'arrête désormais sur l'œuvre de ses invités. Lui, qui les a tous lus, tous reçus, des plus consensuels aux plus contestés, on en profite pour l'interroger sur ce qui a profondément changé dans le débat d'idées tel que le met en scène la télé. Qui parle au nom de la pensée? Qui, où, quand et comment? Bonjour Frédéric Tadei. Bonjour. Elle commence ce soir, cette émission. Hier, aujourd'hui, demain, ce soir en deuxième partie de soirée et c'est sur France 2. L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter. Ça, c'était le générique de l'ancienne, ce soir ou jamais. Hier, aujourd'hui, demain, je l'ai dit, vous passez au temps long. Là, manifestement, vous allez vous ancrer dans l'œuvre de vos invités et ancrer vos invités dans leur temps, dans leur époque. Oui, ce qui me semble surtout nécessaire, c'est sortir de l'hystérie dans laquelle on se trouve. On est plongé aujourd'hui, notamment dans les médias, avec les élections présidentielles en France, aux États-Unis, le terrorisme, la crise économique. J'ai l'impression qu'on a totalement quitté la réalité. Moi, j'ai envie de revenir à la réalité, de voir la réalité qui nous entoure. Alors hier, aujourd'hui, demain, c'est la meilleure manière de comprendre la réalité d'aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il y avait hier, en quoi c'était différent et en quoi ça pourrait être encore plus différent demain. Et puis surtout pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre son époque, je crois qu'il y a le meilleur moyen, c'est quand même de lire des livres. Donc là, j'invite... Donc très peu d'invités. Une douzaine à chaque émission, c'est une sorte de best-of, si vous voulez, mensuel, et vous découvrez des choses qui vont être totalement surprenantes. Par exemple, on va vous expliquer ce soir ce qu'est la vraie laïcité, par exemple. Vous voyez, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on nous dit. C'est même le contraire de ce qu'on nous répète à longueur de journée. Vous allez avoir une vision du voisinage. Après l'avoir entendu, vous ne regarderez plus vos voisins de la même manière. Voilà, on peut peut-être citer certains de vos invités. Jean Bobéro, historien très, très costaud. C'est le spécialiste de en la France laïcité. de la laïcité. Hélène Feuillet, psychanalyste et philosophe, qui a écrit sur le voisinage. Absolument. Il y a Alain Badiou, ce qui nous dit sur la jeunesse, sur ce que sont les problèmes de la jeunesse aujourd'hui, en quoi ils sont différents de la jeunesse d'hier, la sienne, c'est assez lumineux, par exemple. Bon, alors on va y revenir. Vous en avez dans tous les domaines, comme ça. Alain Badiou, lorsqu'on ne met plus en scène un débat contradictoire, tel que l'était ou pouvait l'être ce soir ou jamais, est-ce que la palette des invités est aussi large ? Vous faites partie de ceux qui considèrent qu'en effet, une fois après être admis dans un club, il est bon d'enfermer la porte pour que les autres n'en soient pas. Et ça, c'est insupportable. Monsieur Attali, la France n'est pas un club. Mais c'est vous qui le traitez ainsi. C'est une nation. C'est une nation millénaire. Ainsi, monsieur. Non, monsieur. C'est vous qui le traitez Non, monsieur ainsi. Attali. Mais si, c'est vous on qui s'agrège au peuple français ou on ne s'agrège pas. Mais c'est pas un club. Déjà, c'est plus ouvert. Vous n'êtes plus en train de dire qu'il faut se fermer. Vous avez déjà. Mais est-ce que j'ai dit qu'il faut se fermer? C'est vous qui caricaturez. C'est vous qui l'avez dit il y a une seconde. Pas du tout. Pas du tout. Éric Zemmour et Jacques Attali qui débattaient dans Ce soir ou jamais. Alors dans Ce soir ou jamais, vous avez fouillé toutes les marges de la pensée, les plus provoques, les plus sulfureuses, les plus en colère, les plus zinzins, avec l'idée que vous étiez toujours nombreux autour de la table et qu'il y avait toujours un débat contradictoire, que face à eux, il y avait ce qu'il y avait de plus académique, de plus bourgeois, de plus institutionnalisé. Non. Regardez ce qu'on vient d'entendre. Vous avez Éric Zemmour face à Jacques Attali. Qui est le plus académique et le plus bourgeois des deux? Et le plus zinzin, c'est ça. Voilà. Sûrement pas celui qu'on croit, c'est ça. Hors de Ce soir ou jamais, vous avez Éric Zemmour qui fait le tour des plateaux de télé et de radio. Il n'a pas de contradicteur à sa taille, si vous voulez. Manifestement. À l'époque de Ce soir ou jamais, c'était le cas. Il y avait toujours des contradicteurs. Il y avait toujours des contradicteurs. J'espère, les meilleurs contradicteurs. Voilà. Donc d'un côté les plus zinzins, de l'autre côté les meilleurs contradicteurs. Moi, je refuse d'entrer dans ces catégories. D'accord. Si alors quand on s'arrête sur le travail d'un auteur, Frédéric Tadei, ouais. Est-ce qu'on invite les mêmes ?
Oui et non, ça dépend des livres, ça dépend des sujets. L'important, moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit intéressant pour les téléspectateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai lu beaucoup de livres, j'en lis beaucoup, et donc j'ai envie de leur faire profiter de ceux qui me semblent les plus intéressants à l'heure actuelle, aujourd'hui, et j'ai envie de les en faire profiter. Voilà. C'est ça. Donc vous, quand vous faisiez venir à Ce Soir ou Jamais, des gens qui avaient parfois une œuvre, mais parfois pas d'œuvre, mais qui étaient d'excellents polémistes, hein. Ça peut être des... C'est surtout qu'ils étaient très représentatifs de toutes les visions différentes que l'on pouvait avoir d'un même problème, d'un même débat, d'un même sujet, d'une même polémique. Et donc on essayait, parce que c'était des artistes et des intellectuels, c'est-à-dire c'est très différent des politiques et des journalistes, on essayait d'élargir le spectre. Aujourd'hui, je suis dans une autre... Il n'y avait pas que des artistes et des intellectuels qui venaient sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. Ça dépend ce que vous appelez les artistes et les intellectuels. On peut en discuter pendant des heures, si vous voulez. Mais enfin, grosso modo, c'était tous des artistes et des intellectuels. Aujourd'hui, ce qui m'importe, d'abord, c'est plus un débat, ce sont des interviews. Et j'ai envie d'être plus pédagogique. J'ai envie que ce soit une émission intelligente, mais intelligible, j'ai envie que ce soit clair. Ce que je voudrais comprendre, c'est quand vous invitiez des Ouria Bouteldjia ou des Tariq Ramadan ou des Michel Collomb, quand vous invitiez des Eugénie Bastet, des Gilles William Glenn, est-ce que c'est des personnalités qui avaient leur place dans un débat? Est-ce que c'est des personnalités qui auraient leur place aujourd'hui, dans hier, aujourd'hui, demain? Pas forcément, pas tous ceux que vous venez de citer, parce qu'ils n'ont pas tous une œuvre. Voilà, il n'y a pas forcément une œuvre. Et à l'époque où je les invitais dans Ce Soir ou Jamais, c'est qu'ils représentaient un véritable courant de pensée. Tous ceux que vous avez cités représentent un courant de pensée qui me semble intéressant d'entendre et de pouvoir discuter et voire de pouvoir combattre éventuellement si vous en avez envie. Parce qu'on vous a reproché beaucoup cette interview. On vous a tout reproché, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais par exemple, il y a eu un point quand même assez marquant dans l'histoire de l'émission. On vous a reproché cette interview que vous avez faite de Marc-Édouard Nab, justement parce qu'elle était hors d'un débat contradictoire, parce que c'était une interview en face à face. C'est des sottises. J'ai invité Bernard-Henri Lévy, je l'ai pris en face à face, tout seul, au moment de la guerre en Libye, et ceux qui participaient au débat sur la guerre en Libye qui avait lieu juste après cette interview m'ont reproché d'avoir interviewé Bernard-Henri Lévy tout seul. Il se trouve que je leur ai dit, mais puisqu'il était avant vous, vous pouvez parfaitement dire tout le mal que vous pensez de ce qu'il a dit, puisque vous êtes après. J'ai dit la même chose en ce qui concerne Marc-Édouard Nab. Tout ça, franchement, c'est du passé d'une part, mais surtout tout ça, c'était autre chose. Vous savez, quand vous faites ce métier, que vous faites une émission pendant 10 ans, qui a un certain succès, une grande renommée, pas mal de prestige, vous faites forcément des ennemis. Ah, c'est ça. Voilà. C'est des règlements de compte tous azimuts. Voilà. Et quand je me posais la question de savoir ce qui avait changé ces 10 dernières années, est-ce que l'un des marqueurs, justement, c'est que ceux qui paraissaient les plus borderline, c'est-à-dire les plus à la marge il y a 10 ans, sont devenus aujourd'hui peut-être les plus mainstream, pour utiliser un jargon. Ça dépend dans quel camp. Ce qu'il y a de certain, c'est que la tendance, mais je l'avais déjà dit à l'époque, et ça rendait le métier que j'exerçais d'animateur de débat de plus en plus compliqué, c'est que ce sont les plus fanatiques de tous les bords qui commencent à donner le ton. C'est le vrai aujourd'hui encore. Plus vous êtes fanatique et plus vous excommuniez tout le monde, plus vous dites qu'on ne doit pas débattre avec un tel. Alors vous remarquerez que c'est jamais les mêmes. Ceux que vous avez cités là, il y aurait une autre liste qui serait faite par d'autres gens, évidemment. Et il se trouve qu'en France, on est 65 millions et que tout le monde a sa liste. Vous voyez, de ceux qu'il ne faut pas inviter, de ceux qui n'ont pas le droit de s'exprimer, de ceux qui n'ont pas de choses intéressantes à dire. Quand vous faites un débat sur le service public, vous êtes confronté à cette possibilité. Qu'est-ce que je fais? J'obéis à quelle tendance? Je me plie aux listes noires de qui? Vous voyez, tout ça devenait un peu pénible et fatigant au bout de 10 ans de Ce Soir ou Jamais, sachant que ça se durcit, ça se durcit, ça se durcit. C'est pour ça que dans Hier, Aujourd'hui, Demain, on passe à autre chose. Alors je passe à autre chose. Il n'empêche que vous avez été incroyablement bien placé pour observer la façon dont le paysage intellectuel français et le paysage médiatique se sont transformés. Je vous propose d'écouter Michel Onfray, et il était au micro de Natacha Polony sur Paris Première, une excellente interview d'ailleurs. Moi, j'ai été de gauche et je le suis resté. Simplement, comme la gauche a cessé d'être de gauche, on estime que je suis devenu de droite. Ça fait 15 ans, et vous le savez bien, que quiconque dit que le réel a lieu passe pour un suppôt de Marine Le Pen. Si vous dites islam, immédiatement, vous êtes islamophobe. Dites juste, j'ai encore rien dit. Si vous dites identité nationale, vous êtes vichiste et vous êtes pétiniste. Vous dites, mais j'ai encore rien dit. Est-ce qu'on ne se plante pas complètement, justement, sur ces critères de gauche et de droite? Certains, même à droite, vous trouvent fort sympathique, alors qu'avant, vous étiez le diable pour eux.
Voilà, donc Natacha Polony face à Michel Onfray. C'est Natacha Polony qui interviewe Michel Onfray. Le débat intellectuel français tel que s'en sont emparés les médias, en tout cas tel qu'ils nous l'ont donné à voir, Frédéric Taddeï, a brouillé manifestement les repères, c'est-à-dire les marqueurs idéologiques et politiques dont croyait avoir hérité ma génération. Est-ce que c'est pas ça qui rend les choses extrêmement épineuses ? Je ne crois pas que ce soit le débat intellectuel ou médiatique qui ait fait ça. C'est que on croit de plus en plus au diable, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire on croit au diable, c'est-à-dire qu'à un moment, chacun devient le diable de quelqu'un et chacun va comme ça désigner son ennemi comme étant le diable. Donc à partir de ce moment-là, vous ne discutez pas avec le diable, ou alors vous discutez avec une longue cuillère. La démocratie, ça consiste à discuter avec ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord. Alors, justement, tout ça, la question, tout ce que c'est vous êtes en train de qui me dire, discute avec qui ? C'est une le vraie problème question, du parce débat. que... Oui, c'est le problème du débat, voilà, qui est un problème qui ne me concerne D'où vient plus. l'impression diffuse que les intellectuels de gauche ont perdu la partie face à une forme d'hégémonie médiatique. C'est totalement faux, C'est faux. franchement. Et c'est une vraie question que je vous pose parce que vous invitez Alain Badiou, justement. Mais non, mais et donc parce ça que vous concerne. Tous ceux qui ont regardé Ce soir ou jamais pendant 10 ans ont vu des tas d'intellectuels de gauche prendre la parole tous les jours. D'ailleurs, ceux qui étaient de droite disaient que c'était une émission de gauchistes, vous voyez, pendant que ceux qui étaient de gauche disaient que c'était une émission de nazis. Que donc, de Ce soir ou jamais, Frédéric Taddeï. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des tas d'intellectuels de gauche que j'ai invités dans énormément d'émissions. Si les autres ont envie de les inviter, ils peuvent les inviter. Il se trouve qu'ils préfèrent inviter des intellectuels qu'aujourd'hui on classe à droite. Voilà, c'est ça, voire à l'extrême droite. Et c'est ceux-là, visiblement, qui feraient le plus d'audience. Donc c'est ceux qui n'y sont pas forcément, parce que c'est là où ça devient extrêmement compliqué. C'est-à-dire que quand des voix très brillantes et assez virulentes, comme Michel Onfray, par exemple, qui se réclament d'une certaine gauche, alors sûrement pas celle de tout le monde, mais qui se réclament d'une certaine gauche et qui va sur des terrains tels que l'immigration, l'identité, etc., et la défense de l'identité, c'est là où je dis, pour ma génération, les repères sont extrêmement brouillés et l'affaire devient plus compliquée. Quand vous invitez un Alain Badiou, vous invitez une forme de figure, de vieux sage, de figure tutélaire, un peu universaliste. Il en reste quelques-uns, peut-être Edgar Morin, Régis Debray, mais il en reste très très peu. Enfin, Alain Badiou est considéré comme le diable par toute une partie de l'intelligentsia française, qui va me reprocher dès le lendemain de l'avoir invité, parce qu'on n'invite pas le diable. Alors, Alain Badiou, on va raconter à tout le monde, parce que tout le monde ne connaît pas Alain Badiou, c'est un ancien élève d'Althusser, il en reste peu. En tout cas, ils sont peut-être un tout petit peu moins visibles que lui, ça serait Balibar, peut-être Pierre Macheret. Bernard Lévy est un élève d'Althusser. Voilà, ça c'est la génération d'après, il est beaucoup plus jeune. Mais je ne suis pas sûr que Badiou était un élève d'Althusser, mais allez savoir, peut-être. En tout cas, pour faire simple... Un Mao hyper virulent qui n'a jamais fait son autocritique, c'est là où... Pour faire simple, faire simple en ce qui concerne Alain Badiou, c'est le dernier grand philosophe radical et communiste. Voilà, et il est pour une hypothèse communiste, si vous voulez. C'est pas du tout sur ce sujet que je l'ai invité ce soir. Ceux qui vont le regarder après nous avoir entendus vont être déçus. C'est pas du tout sur ce sujet-là. Mais voilà, maintenant réduire Alain Badiou à tout ça. Non, je donnais quelques repères, mais c'est vrai que ces grandes figures de gauche de cette génération sont mortes quand même très prématurément et donc ne sont plus là. Et qu'il en reste extrêmement peu. De cette génération, forcément, quand vous arrivez à plus de 80 ans, forcément, il y en a moins qu'avant. Mais il y a énormément d'intellectuels de gauche aujourd'hui qui sont dans les librairies, qui sont dans les universités, qui publient, que j'ai invité dans Ce soir ou jamais ou dans d'autres émissions. Et encore une fois, c'est pas parce que vous les entendez pas dans les quelques émissions où on invite des intellectuels, mais pas ceux-là, qu'ils n'existent pas. Chez Ruquier ou dans les talk-shows. Oui, par exemple, ou ailleurs. Voilà. Alors, sous prétexte qu'on ne les voit pas dans ces endroits-là, on en conclut qu'il n'y en a pas. Mais c'est absurde. C'est absurde et c'est surtout faire montre d'une ignorance crasse. C'est ça, mais c'était pas mon ignorance dont je vous ai montré. C'était une question que je vais vous poser, Frédéric Taddeï, parce que vous avez parfaitement raison. Quand on voit le succès en librairie des Pinson Charlot, de Thomas Piketty, quand on voit ce que font Patrick Boucheron au Collège de France, Pierre Rosanvallon, Michael Fossel, voilà, on sent bien qu'à la fois dans les institutions et en même temps en librairie, il se passe quelque chose. Absolument. Mais qu'il y a un match médiatique qui n'est pas tout à fait... Qui ne rend pas compte de cette diversité. C'était l'avantage de Ce soir ou jamais, de rendre compte de cette diversité-là. Alors justement, il est des philosophes qui écrivent des livres dont vous n'entendez
peu ou jamais parlé, parce que quand je vous dis Thomas Piketty, il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont fait autant de couves de magazines que lui. Et la première interview qu'il a donnée sur le Capital du XXIe siècle, c'était dans Ce soir ou jamais. Allez, cocorico. Et il en est d'autres, en revanche, qui sont aussitôt invités chez Ruquier. On va parler identité nationale et identité malheureuse, puisque c'est le titre du livre d'Alain Finkielkraut, ce philosophe qui, depuis plus de 30 ans, nous donne à travers ses ouvrages, ses réflexions et son analyse sur la littérature, l'amour, le judaïsme, la laïcité évidemment, et là encore dans ce livre, bref, sur l'évolution de notre société. Voici Alain Finkielkraut. Et ce générique, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. Donc ça, c'était en 2013 pour la sortie de l'identité malheureuse. 2 ans après pour la sortie de La seule exactitude. Je ne vous ai pas remis le générique, mais ta-da-da-da, re-Finkielkraut, re-applaudissements. Mais Alain Finkielkraut est venu très souvent dans Ce soir ou jamais. Je sais bien. Il n'y a pas de problème. Alors, en 1977, texte extrêmement éclairant que je recommande à tous et qu'on trouve très facilement sur Internet, la revue des éditions de Minuit publiait une interview de Gilles Deleuze sur les nouveaux philosophes. Les nouveaux philosophes, à l'époque, c'était Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann, qui étaient tout neufs à ce moment-là, un peu moins maintenant. Voilà. Alors, Gilles Deleuze répond à une interview. Il y va tout droit. Il dit que voilà, qu'il croit leurs pensées nulles, procédant par des concepts, par gros concepts creux. Et surtout, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit plus la pensée est vide et plus le penseur prend de l'importance. D'ailleurs, ces gens-là commencent toutes leurs phrases par moi en tant que. Moi en tant qui a fait 68, moi en tant qui a été voir sur le front en Libye, etc., etc. Et là, Gilles Deleuze leur reconnaît quelque chose de très moderne dans leur rapport aux médias, et c'est ce que je voulais vous soumettre comme hypothèse. Il dit qu'ils ont introduit le marketing philosophique et que, en gros, depuis Glucksmann et Lévy, les interviews, les émissions de télé, les émissions de radio, les articles en tout genre sur la sortie d'un livre comptent plus que le livre lui-même. Vous avez cette sensation ? Que quelque chose a basculé à ce moment-là? J'étais un petit peu jeune, je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu Bernard-Henri Lévy apostrophe. Il était très bon, effectivement, il fumait beaucoup. Il commençait ses phrases par « moi en tant que ». J'ai pas ce souvenir-là, mais je me souviens très bien de l'époque où les Deleuze et autres, effectivement, conspuaient les nouveaux philosophes qui étaient nés dans les médias, en fait, sans être passés par ils n'avaient pas été reconnus par les intellectuels, ils avaient été reconnus par les médias. Bon, voilà, je pense que c'est un truc un peu vieux maintenant, si vous voulez. Mais il y a toujours des intellectuels qui refusent de passer dans les médias. Il y en a pas eu beaucoup qui ont refusé de venir dans Ce soir ou jamais, mais je me souviens d'un ou deux qui ont dit non, je fais pas de télé. Je continuerai de ne pas faire de télé et je respecte totalement ça. Est-ce que là, Gilles Deleuze décrit pas quelque chose vraiment qui nous manière, saute au visage? C'est-à-dire que on a l'impression qu'on mesure l'impact et l'importance d'un ouvrage au nombre d'invitations dans les médias. Oui, au nombre d'invitations et puis au nombre aussi de ventes qu'il a fait. Donc c'est sûr que si vous comparez les philosophes d'aujourd'hui avec Nietzsche, qui a dû vendre 40 exemplaires de ses livres, vous vous dites il y a un problème. Mais c'est pas la même époque non plus. Je sais pas. C'est pas les mêmes époques et en même temps ça décrit quand même très bien quelque chose qui se passe. Je porte jamais de jugement sur la valeur, si vous voulez. Je sais que c'est une tendance actuelle. Il faut absolument porter des jugements sur la valeur des uns et des autres. J'estime, moi, que c'est pas mon rôle, étant donné que je les invite tous, les uns et les autres. Donc, ne comptez pas sur moi pour dire ça, c'est de la philosophie, très bien, vive Deleuze, et puis ça, c'est de la mauvaise philosophie, c'est les nouveaux philosophes, caca. Non, alors là, l'idée n'était pas du tout de réussir à vous faire dire caca à l'antenne de France Inter, pas du tout, Frédéric Tadei. L'idée, c'était de se demander si aujourd'hui les auteurs ne sont pas presque condamnés pour exister, les auteurs, les penseurs, à devenir leur propre journaliste, c'est-à-dire à réussir à créer un événement médiatique. Mais franchement, aujourd'hui, pour imposer l'importance et la valeur de leur ouvrage. Oui, mais comme vous en avez infiniment peu qui ont accès aux grands médias, ce serait peine perdue. Je pense heureusement qu'il y a des gens qui continuent de lire des livres, donc de comprendre le monde un peu mieux que les autres, que si je fais cette émission aujourd'hui, c'est justement pour mettre en valeur un certain nombre de ces livres et permettre aux gens de savoir ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, je pense que vraiment la télévision et la radio, en tant que grande machine qui mettrait en valeur les uns et au détriment des autres, ça va sur sa fin.
ce que disait Deleuze à l'époque, en 1977, c'était une époque où la télévision avait une puissance qu'elle n'aura plus jamais, ou apostrophe, puisque dans le collimateur de Deleuze, il y avait l'émission de Bernard Pivot apostrophe, où apostrophe faisait des scores énormes parce qu'il y avait 3 chaînes de télévision. Vous voyez, on n'est plus du tout là-dedans. Aujourd'hui, pour faire une émission qui va donner la parole à ces gens-là, soit vous mettez des héros de la télé-réalité avant et après, soit, vous voyez, il y a plein de subterfuges, vous en faites des émissions de divertissement avec des clashs, voilà, il y a plein de manières qui sont tout à fait respectables, hein, c'est pas, je ne les critique pas, mais croyez-moi, franchement, aujourd'hui, c'est pas aussi facile que ça de créer des événements médiatiques sur des intellectuels. Voilà, alors vous en réunissez 3, on en a cité 3, manifestement il y en a un petit peu plus que ça sur Ils le seront une douzaine plateau. dans l'émission de ce soir, mais pas en même temps, enfin pas tous en même temps. Non, pas tous en même temps. Donc quand vous en réunissez 3, quand on a cité Jean Bobéro, Alain Badiou, Hélène Feuillet, l'idée c'est comme faisait Pivot, un livre après un livre, et puis de les faire converser ou de les réunir autour d'un thème? Pas du tout, ils sont pas du tout ensemble, ni au ensemble. même endroit. Non, c'est vraiment de s'intéresser à ce qu'il y a, c'est-à-dire à ce qu'il y a dans leurs livres, à ce que l'on apprend en lisant leurs livres. Eh bien, ils viennent vous l'apprendre à la télévision. Vous voyez, Chacun leur tour. Ils sont sympas, alors parfois ils sont ensemble, parfois ils sont séparés, mais ce qui prime à un moment, c'est le contenu. Ce qui n'était pas le cas dans Ce soir ou jamais. Dans Ce soir ou jamais, c'était l'actualité vue par la culture. On ne parlait pas du contenu des livres des invités, même si... Jamais, même s'ils avaient un livre qui venait à peine de sortir, voilà, donc ils assuraient la promo. S'ils étaient là, c'était évidemment parce qu'ils avaient travaillé sur le sujet qui nous occupait. Mais là, voilà, on va dans ce qu'ils ont découvert, dans ce qu'ils vont nous expliquer, ce qu'ils expliquent dans leurs livres et ce qu'ils vont nous expliquer à la télévision. Et donc, en ce sens, non, c'est très différent de ce que faisait Bernard Pivot à l'époque, mais c'est très différent aussi de ce que je faisais encore l'année dernière. Merci Frédéric Tadei. Je vous en prie. Hier, aujourd'hui, demain, deuxième partie de soirée sur France 2 et Europe 1 Social Club pour vos aficionados à 20h.